De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, nous avons nos observateurs du mardi, à savoir Mehdi Ahmed. Bonsoir Mehdi. Bonsoir à tous, bonsoir les téléspectateurs. Mehdi qui va nous parler ce soir d'intelligence artificielle. Ça va être un de nos gros dossiers du jour parce qu'effectivement, on l'a dit, il faut qu'on creuse sur ce sujet. Nous avons aussi Daryl Pézon sur le plateau. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Donc Daryl qui nous a proposé aujourd'hui de se pencher donc sur le e-sport et donc tu nous as ramené 2 nouvelles têtes. Exactement, alors on a ici présent ce soir 2 représentants de Karuka e-sport. Donc à ma droite on a Manuel Ornem et à sa gauche, enfin à sa droite, Dylan. Juste à côté. Dylan, si tu peux me redonner ton Polion. Qui Donc, justement vont nous parler un peu plus de ce qu'est Karuka eSport, les fonctions auxquelles ils appartiennent et aussi tout ce qu'il y a autour de l'e-sport et des jeux vidéo. Très bien. Donc Manuel Ornem qui est donc président de l'association, ton coéquipier on va dire entre guillemets, Dylan donc lui est joueur de niveau professionnel en e-foot. On va commencer comme Daryl l'a dit par parler de votre association. Quel est l'objet de l'asso? C'est jouer aux jeux vidéo? Alors, pas tout à fait. Alors, oui et non. Le but, c'est de jouer aux jeux vidéo au niveau professionnel, donc de parfaire ses compétences, de parfaire son niveau pour en faire un métier ou tout simplement aller remporter des compétitions. Donc le but d'un joueur, c'est d'être compétitif, c'est quelqu'un qui aime gagner des compétitions, être plus fort que les autres. Et l'e-sport, c'est ça en fait. C'est s'entraîner pour montrer qu'on peut être le meilleur et qu'on est le meilleur. Et comment on démontre dans le quartier? C'est facile à démontrer que tu es le meilleur. Sur Internet, bon, il y a des classements mondiaux. Comment, effectivement, on fait pour figurer parmi les meilleurs joueurs en e-sport? Je pense comme dans toute discipline, il faut remporter des coupes. Je sais qu'il y a beaucoup eu le débat avec, pour reprendre le foot, Messi, Ronaldo, pour savoir qui est le meilleur. On regarde les coupes, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde avec des champions, les ballons d'or. Et c'est pareil dans l'e-sport. C'est remporter des coupes, battre des grands joueurs, aller à l'international et prouver qu'on est le meilleur en fait. Et Dylan, ici présent, est le meilleur en Guadeloupe, tout simplement. Il est dans sa catégorie, il fait partie des meilleurs joueurs. Il a choisi de continuer chez nous et on est très contents. Et ça fait partie des joueurs qui permettent de montrer qu'il y a moyen de faire des choses et il y a moyen de tutoyer les sommets, puisque la Guadeloupe est une terre de champions, donc il n'y a aucune raison que ce ne soit pas dans l'e-sport aussi. Même champion en e-sport, ça c'est excellent, on est dans toutes les disciplines. Mais là, tu viens de dire quelque chose quand même d'intéressant. Donc c'est le meilleur. Oui. C'est pas genre, on a décidé comme ça, il est le meilleur. Non, on a le numéro 1 et le numéro 2. Et c'est lui le numéro 1, je pense. Et on a le numéro 2 qui est un peu plus jeune. Il était présent sur le plateau il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils sont tous les deux très très bons. Ben, on va se tourner vers Dylan. À quel âge tu as commencé ta passion? Ça fait très longtemps que j'ai commencé le jeu vidéo. Hein. Tu as quel âge déjà? J'ai 27 ans, pardon. 27 ans, donc grand champion incontesté déjà niveau Guadeloupe, à 27 ans. Incontesté peut-être pas, mais vous êtes parmi les meilleurs, on va dire. Il faut rester humble. Il est déjà plus humble. Il faut rester humble, il le faut. Parce que ça peut basculer. Quand on sait avec qui on joue, il faut rester humble. Très bien. Ça peut basculer du jour au lendemain, on ne sait jamais. Toujours. Donc 27 ans, tu as commencé le gaming à quel âge? Ça fait un bail, depuis petit, depuis vraiment petit. Est-ce que tu arrives à te rappeler des premières consoles? C'était une Game Boy, je crois. Game Boy? Ouais, c'était une Game Boy. La grosse ou la Pocket? La Pocket, c'était un Game Boy Pikachu. À quel âge il a commencé à se spécialiser justement dans FIFA, eFootball justement. En vrai, j'ai commencé sous FIFA. J'ai fait beaucoup de FIFA. Comme beaucoup de joueurs au foot. Ouais. Pour expliquer rapidement. Pourquoi pas Pro Evolution Soccer, puisque tout le monde est un peu dans les PES aussi? Parce que c'était un peu la hype de l'époque, c'était FIFA. C'était pas vraiment du PES, c'était plus du FIFA. Donc j'ai Toi, tu restais un peu puriste. Voilà, je suis parti sur la même base que tout le monde. J'ai commencé par du FIFA. Et puis à partir du moment où j'ai touché au PES, j'ai un peu lâché FIFA petit à petit. Chaque année j'ai acheté le FIFA, mais chaque année je lâchais un peu plus et du coup me voilà maintenant. Maintenant tu es sur PS? Ouais. Mais tu es plus fort sur FIFA ou PS?
Oui, football à l'aise. Sans problème. Juste pour Sans préciser pour les problème. téléspectateurs, FIFA et PES, ce sont des jeux vidéo qui ont pour principale thématique le football. Voilà, ce sont les deux gros jeux de football en fait, qui Exactement. sont disponibles un peu partout Exact. d'ailleurs et qui font événement à chaque sortie. Tu C'est fais ça. partie de ceux qui se battent aussi pour avoir. Se battre, non, quand même pas. Non. Tu es patient, Plus ou moins. mais tu dois rester à niveau, donc il faut l'avoir vite. Je précommande chaque année, mais je me bats pas. Le football est devenu gratuit. Donc, Voilà, c'est ça. Oh, c'est ça ça. va, Ouais, là, tranquille, tranquille, En plus, comme tu peux le voir lui-même, il a le. n'est-ce pas? Ouais, mais j'ai eu l'occasion de participer à une compétition, je crois, l'année dernière, Mhm. où je l'ai aperçu. Je crois qu'il avait gagné la compète en plus. Et toi, Mais- et toi, et toi? Non, moi, Tu as lâché la manette. non, en fait, c'était plus compliqué. Je crois que j'ai fait 2 victoires, 2 défaites. Et par rapport aux autres participants, ben, forcément, j'étais pas, on va dire, parmi les derniers. Donc, du coup, j'ai quitté la compète comme ça. Mais après, j'ai rejoint leur groupe. Je fais partie de ceux qui Toi, tu es à ont l'entraînement. toi. l'actualité. Ouais. Mais après, j'ai moins le temps maintenant. Toi, tu es sur le banc. donc, ouais, c'est ça. Ils sont sur le C'est terrain. le tu es sur manque le de temps. Mais voilà, je pense que si je jouais un peu plus, j'aurais été plus souvent dans leur compète et pourquoi pas même dans l'assaut. banc. On n'a personne pour confirmer ça tout de suite. On va te voir sur parole. Jamais. Mais on n'a personne pour confirmer. Donc, Ouais. comment on devient le meilleur? Comment on devient meilleur? Ouais. On joue, on enchaîne, on lâche pas. C'est Tu joues surtout combien ça. de temps par jour à peu près? Alors là, ça risque d'être problématique si ma patronne me voit. Je joue beaucoup, non, je joue beaucoup. Mais Je joue beaucoup. C'est là Des où. gros volumes. Tu Je dors joue le beaucoup. soir? Je dors le soir, oui. Un petit peu? On dirait pas parce que mes yeux sont rouges, mais oui, je dors le soir. Je dors le soir. Daryl. Mais justement, je me posais la question, qu'est-ce qui a fait que vous avez mis en place la structure Karakera, surtout sur le territoire guadeloupéen, puisque à quel moment on se dit spontanément que oui, en Guadeloupe, nous avons des jeunes où on a une population qui s'intéresse justement aux jeux vidéo et notamment les jeux vidéo en compétition. Je pense que c'est quand on est dans ce milieu-là et puis des fois on se rend compte que nous-mêmes on aime jouer, que des fois des jeux tout bêtes, hein, on peut le voir avec Tetris par exemple, tout bêtement, quand on fait un score et qu'on dit à ses amis « Oh j'ai fait tel score, toi t'as fait combien ?» Et lui il a fait mieux que toi, t'as envie de faire mieux que lui. Et je pense que ça arrive dans n'importe quelle discipline, des jeux qui ne sont même pas faits pour l'e-sport. On a envie de faire mieux que son pote, on a envie de faire mieux, être celui qui est numéro 1. Et je pense que quand on se rend compte de ça, on se dit très vite, si moi je ressens ça, je ne suis pas le seul à le ressentir. Ensuite, il y a la dimension internationale. On sait, enfin en tout cas quand j'ai fait Karakera Esports, je savais que dans le monde, c'était plus un secret, c'est quelque chose qui rassemble énormément de monde. C'est un marché qui engendre de plus en plus de spectateurs, Ça représente des d'argent. dizaines de milliards. Hein. Ouais, C'est énorme. voilà. Et je me suis dit, on est en Guadeloupe, dans le Caraïbe, on est aussi sur Terre en fait, donc je vois pas pourquoi ça existerait ailleurs et pas chez nous. Pourquoi on n'aurait pas des personnes chez nous qui ont des niveaux tellement élevés qui Voilà. puissent faire partie de ce milieu-là en fait. Très bien. Et du coup, je me suis dit, bon ben, faut commencer par créer une équipe. Une équipe, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'argent, l'argent que je n'ai pas forcément. Donc j'ai opté pour une association. Quelque chose où je fais comprendre aux gens qu'on fonctionne tous de manière bénévole. Et si on arrive maintenant à avoir des choses, on les met à profit pour Clair. le collectif. Donc en arrivant, tu as dit qu'il est sponsorisé de partout. C'est du gros travail. On Très, très imagine, gros on travail. imagine. Le sponsoring, Et- c'est pas évident, c'est pas facile. C'est ça. Et des gros sponsors comme vous avez là, Oui. c'est que, ouais, Et en plus, c'est aller pas les le chercher. maillot à jour, il faut en rajouter 2 pour cette année. Carrefour d'Estreland et Informatech qui ont décidé de nous suivre cette année. Et du coup, c'est beaucoup de travail et c'est aussi crûment de l'argent qui nous permet de faire des choses comme avoir ces maillots-là, comme leur participer aux permettre... compétitions puisque vous devez voyager a priori. C'est ça, leur permettre de voyager. Bon, pour le coup, là, c'est plus la Giga Game qui fait un gros travail pour nous. Mais il y a aussi les bootcamps qu'on essaie de mettre en place pour eux. Des bootcamps C'est des Genre on va stage dire, c'est des- intensif Voilà, c'est ça. de gaming. Intensif de gaming, de bien-être, de sport et d'alimentation. Parce que c'est important tout ça. Tout ça, ça va Vous ensemble. arrivez à concilier tout ça vraiment? Oui, non, c'est important. Un La joueur. gaming, alimentation, te Ah vois mal oui. jouer, aller en cuisine. Oui, c'est important. c'est important. Quand on regarde Haaland, celui qu'ils appellent le cyborg, ils avaient fait une interview sur lui où il disait que justement, ce qu'il aime beaucoup, c'est le vin et les. J'oublie comment ça s'appelle, c'est pas les faritas, c'est le truc, il y en a beaucoup en France, kebab. Il aime beaucoup ça, mais il peut pas en manger parce qu'il doit être
au haut niveau, il doit être rapide, Sa nutritionniste physiquement. lui a dit non. Voilà, exactement. Donc, il boit pas beaucoup d'alcool, etc. Donc les gamers, les e-gamers, Et pour les parlent des gamers, c'est pareil. nutritionnistes. Oui, parce que ça se passe dans le cerveau. Et pour réagir vite, il faut dormir, il faut avoir de la concentration, il faut être sain dans son corps, il faut bien manger, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gamers qui ne sont pas aussi fit que Haaland, mais malgré tout, ils ont un suivi alimentaire, ils font du sport, ils ont un repos, il y a des choses qu'ils doivent respecter pour être toujours au maximum de leur forme. Est-ce que Dylan, tu as une hygiène de vie que tu respectes, ou bien toi, tu es... Une hygiène de vie, non, mais on essaie toujours d'être dans de meilleures conditions. Il faut être concentré déjà, il ne faut pas être trop fatigué. Déjà, toi, tu lèves Sans- pas que des manettes, hein. Apparemment. Hein. Je lève beaucoup de meubles. Et c'est à ça que servira le bootcamp. Parce que beaucoup, ici, c'est un secteur qui est encore... il y a des personnes qui ont des niveaux pro comme lui, mais c'est encore amateur. Ils ne sont pas encore dans un secteur où ils sont confrontés à des pros, à leur rythme de vie et ce genre de choses. Et le bootcamp, c'est pour justement leur montrer ça et leur montrer qu'il y a le niveau, certes, mais on peut aller encore plus loin si on y met aussi le corps, l'alimentation, le repos pour dépasser ses limites. Donc, optimiser vraiment les C'est conditions ça. du jeu, C'est ça. optimiser ses conditions physiques pour améliorer ses Pour performances. améliorer. C'est comme un sport classique. Au début, quand on a créé le foot, je suppose que ça allait tranquille, mais on peut le voir même les anciens joueurs, il y en a certains qui étaient moins fins, qui étaient plus trapus. Et puis on a évolué, puis on a modelé le corps de l'athlète pour qu'il aille plus vite, qu'il soit plus rapide, plus incisif, ce genre de choses. Donc du coup, c'est important en fait. Il faut dire dans que le les sport enjeux aussi. ne sont plus les mêmes. C'est ça. Les enjeux sont Là, c'est beaucoup plus important. Le alors on but, rigole c'est pas d'impressionner le pote du quartier, mais c'est d'être le meilleur. Impressionner la planète entière, c'est pas le ça. même job. Ouais, c'est pas du tout le même job. Alors, quand tu dis joueur professionnel, vous dites joueur professionnel, forcément, on se dit qu'il y a salaire à la clé. On peut vivre de ça? Oui, pour l'instant, malheureusement, en Guadeloupe, c'est pas le cas. On ne peut pas vivre de l'e-sport. Mais dans le monde, oui. Il y a beaucoup de joueurs qui, on l'espère, peut-être, pourquoi pas porter Dylan au plus haut, qu'un club le recrute. Et si c'est le cas, il peut clairement vivre de Donc l'e-sport. l'association serait aussi un tremplin C'est ça. pour permettre justement le passage en niveau C'est ça. professionnel. Comme un club de foot classique, la Juventus, ou j'oublie les noms de tous les clubs de foot ou de basket qu'il y a en Guadeloupe, bah, du coup, certains servent de tremplin pour les amener plus loin, etc. C'est le même principe. Sauf que nous, on est encore des bébés, on est au tout début, donc on n'a pas la renommée, mais on travaille pour, justement. Des Petit bébés à qui ont petit. su, en tout cas, se faire reconnaître par Oui. des sponsors ou autres. Et, Ouais, quand même, On vous a- avez 4 gros sponsors, ça va. Hein. et en qui plus est, ce qui est étonnant, c'est que depuis que je les ai rencontrés, de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont reconnus à l'international par rapport à leur discipline. Notamment, j'en citerai un que j'ai connu il y a fort longtemps et je ne m'attendais pas à ce qu'il atteigne ce niveau. Son pseudo, c'est Timal. Et de son vrai prénom et nom, Kylian. J'ai oublié, je le dis. Ah, attends, bon, Kylian, ne t'en fais pas, on va retrouver ton nom par la suite, mais qui est justement le numéro 1 en Nord-Amérique sur le jeu de League of Legends Donc aux États-Unis. aux États-Unis. Et ce n'est pas rien face à un jeu où il y a quand même des millions de joueurs. Des centaines de Et millions. il a réussi à atteindre ce niveau-là et il est reconnu à l'international par rapport à ce qu'il a accompli. Par Pas les- Timal. Ouais, Timal. Il s'est nommé Timal et je Comment on sait d'où ça vient? On sait d'où il vient. incroyable. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il se met à jouer, que tu regardes les joueurs qui sont en train d'affronter et tout, il se dit ouais, c'est Timal et tout. Je fais ouais. Et il connaît ce mot créole N'est-ce sans même pas? savoir de quoi il Oui. s'agit parce qu'il a su le mettre en avant par rapport à Est-ce que ce c'est pas lui qui fait des vidéos qui buzzent sur TikTok? Non, il est assez discret à ce Et niveau. D'accord. C'est ce qui lui manque malheureusement parce que on va pas dire une superstar, mais dans son domaine, il est très connu aux États-Unis. Et il est chez nous, soit dit en passant. Il nous aide beaucoup à connaître justement le niveau professionnel, ce qu'il faut faire, parce qu'il côtoie déjà des professionnels, il s'entraîne avec eux. Et le problème, c'est qu'il est assez discret. Donc il est connu dans sa sphère, mais pas plus loin. Il n'y a pas de communication vraiment C'est ça. autour de lui. C'est ça. C'est dommage. C'est dommage, c'est ce On qu'on passe à essaie côté, de pallier justement, justement. On passe à côté de talents internationaux. Quoi. C'est ça parce que simplement. il est guadeloupéen, il est de chez nous. Et c'est important que les gens Bien sûr, le bien sachent sûr. parce que c'est une graine de champion. Il a battu des gens qui sont connus internationalement. Il a côtoyé des équipes, il a affronté des équipes qui sont très connues aussi, qui sont déjà plus loin que nous, qui existent depuis plus longtemps. Et il vient de Sainte-Anne, je crois, ou Gosier, je sais plus. Sainte-Anne, et voilà. Donc ça prouve que tout est possible et qu'on peut aller aussi loin qu'on veut, du moment Nickel. qu'on y va. Miguel voulait dire. Alors, monsieur, déjà bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Miguel, petit cas. J'ai vu de mon halo. Et en fait, je voulais juste rajouter un petit point, c'est que effectivement, la plupart des gamers en fait finalement sont assez discrets.
Et ils sont assez humbles, je pense notamment effectivement à ce Timal qui joue à Rumble. Ah, je connais, ok. Il le connaît. Oui, c'est l'ami de Patrice. Pour bien comprendre, c'est que League of Legends est un jeu en arena où chaque équipe choisit un champion. Et parmi les champions, il y en a à peu près 200. Parmi les 200 champions, il est reconnu pour jouer un en particulier qui s'appelle Rumble, qui est choisi par très peu de personnes. Mais quand tu vois ce gars-là le jouer, tout de suite les gens se disent « Oh mon Dieu ». Ce qui est impressionnant avec l'e-sport, c'est que c'est comme dans le foot, par exemple, ou le basket, ou le tennis, ou la natation. C'est peut-être pas notre discipline, mais quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, on le voit. C'est ça. Il n'y a pas besoin de connaître le sport pour comprendre que là, même si c'est du golf, moi je ne regarde pas du tout le golf, mais quand on voit quelqu'un faire quelque chose, on sait qu'il est bon. Clairement. Et lui, c'est vrai que Kylian, quand on le voit jouer, même si c'est pas notre discipline, on monte des séquences, on voit qu'il est bon. C'est un très très bon joueur. Ouais. Super. Alors, j'ai une petite question sur le chat. On vous demande si vous participez à des concours de jeux e-sport sur la plateforme Twitch. Alors, Twitch est une plateforme, pas pour faire des tournois, mais pour regarder des vidéos. C'est comme YouTube, sauf Mais que c'est c'est pas en des direct. démos, ça pourrait permettre de C'est ça. vous vendre un peu, de vendre C'est un ça. peu les membres de l'assaut. Oui, donc on est sur Twitch. C'est vrai que cette année, on n'a pas encore Faut commencé donner les le canal, lives. Comment? Faut donner le canal pour qu'on Oui. le suive. Oui, c'est Karukara Esports Super. sur Twitch. Et on n'a pas encore commencé à faire des lives de manière assidue cette année. On y travaille. On a beaucoup de projets, beaucoup de choses qu'on doit lancer. Donc du coup, c'est vrai que Twitch est passé en second plan. Mais oui, on est dessus. Et oui, on fait des lives. Et quand il y a des compétitions, et qu'on peut, parce que certaines compétitions n'autorisent pas à retransmettre, mais quand on peut, oui, on retransmet. Ça pourrait générer justement Oui. un peu de revenus pour l'association, ça pourrait être sympa. C'est ça, oui, totalement. Enfin, faut encore que c'est le même travail, il faut que les gens soient au courant et qu'ils puissent nous soutenir, mais oui, totalement. Il y a un des événements que j'ai bien aimé de Karukira eSport, c'est qu'une fois, c'était à l'époque, hein, vous aviez fait un événement où vous aviez convié pas mal de joueurs de League of Legends. Et en fait, vous les avez demandé de s'inscrire dans une liste. Et puis, il y avait un match avec tous les gens de la Guadeloupe, entre guillemets. Oui. Et même de la Martinique, même plus loin, Canada, Oui. tout ça. Oui. Et c'était pas mal. Et c'était transcrit sur Twitch. Oui, et on le fait chaque année. On l'a fait l'an dernier, c'est peut-être celui-là que tu as fait, ou il y a 2 ans. Et on le refait cette année, c'est novembre-décembre. Et Ça fait chaque le année, All-Star. ça avait changé un peu. Il y a une C'est fois, ça. c'était en Aram, une fois. Oui, les gens on ne connaissent change pas c'est un quoi peu. Aram, mais il y avait divers Oui. challenges. Voilà. Et Il c'est nous ce, connaît bien. et c'est ce que je vois trouve- ça, on vous observe. Oui. Et c'est ce que je trouve assez impressionnant, c'est que tu vois, l'e-sport, mine de rien, c'est quelque chose qui malheureusement est peu connu, en tout cas sur les territoires comme la Guadeloupe et la Martinique. Mais on a une jeune population, en tout cas ceux qui ont grandi avec les jeux vidéo, même les plus petits, qui savent déjà qu'il y a des tournois qui se font à l'international et voudraient sûrement qu'il y en ait qui se fassent En local, bien sûr. local et tout. Ça permettrait beaucoup de personnes de se rencontrer, notamment dans le jeu auquel voilà, tu aimes bien jouer tous les jours. Alors, c'est vrai que tu n'es pas le seul, etc. Ça ressemble Ouais, il faudrait qu'il y ait à vraiment beaucoup des compétitions, de belles compétitions C'est avec ça. de beaux prix pour que justement les gars se dépassent, quoi. Ils Ouais, explosent c'est ça. justement les Et stades. surtout que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls en fait. On est en Guadeloupe, Martinique, même Guyane. Je le disais la dernière fois, nous trois, on est presque, je pense qu'on touche facile le million de personnes. Mhm. Sur 1 million, il n'y en a pas 2 qui voudraient faire ça, il y en a beaucoup. Clairement. Et c'est vraiment du monde qui malheureusement ne se connaissent pas encore. Et pour finir, c'est con, mais c'est un problème qu'ils avaient quand ils ont commencé l'e-sport, je pense au début des années 2000. Ils n'étaient pas conscients qu'il y avait autant de personnes qui jouaient et qui étaient désireux de se retrouver. Donc quand il y a eu les premières compétitions, ils se sont rendus compte qu'il y a tellement de monde et c'est comme ça qu'ils ont lancé. Et nous, on est dans la même chose maintenant. Bon, l'e-sport a explosé dans le monde, mais chez nous, on a le même problème. Je suis sûr qu'il y a énormément de monde, mais ils ne sont pas encore au courant, qui peuvent jouer ensemble, qu'il y a des gens à côté de chez eux, tout près, qui jouent au même jeu et avec qui ils pourraient s'amuser en fait. Et notre combat, c'est ça, c'est de réunir ces personnes-là et de leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Les connexions se feront dans tous les cas. On se quitte pour une page de publicité, on revient avec nos invités en plateau. On va en débattre. De retour sur le plateau, nous sommes toujours avec nos invités et Miguel Garin nous a rejoint.
Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir aux invités, Karukira eSport, les meilleurs joueurs de la Caraïbe. Justement. Donc en première partie, on parlait de Karukira eSport et qui nous présentait d'ailleurs un de ses champions, donc en la personne de Dylan. Si vous avez des réseaux, justement, où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment on adhère à l'assaut? Est-ce que les petits enfants peuvent aussi adhérer? Alors, pour faire simple, on est sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, merci. Et c'est Karukira eSports à chaque fois. Et on nous trouve pour la question pour les plus jeunes. Donc nous, on essaie de lancer le principe du bootcamp pour tous. Donc l'idée, c'est d'appréhender le secteur de l'e-sport. Il y a beaucoup de métiers qui tournent autour. Il y a les joueurs, oui, mais il y a les coachs, il y a les analystes, il y a la com, il y a les photographes, vidéastes, les managers, les coachs, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc du coup, le bootcamp permet d'appréhender pendant une période réduite, donc une semaine ou moins, de comprendre ce que c'est l'e-sport et de vivre comme un joueur pro et de surtout, pour les joueurs, évoluer leur niveau de jeu, voir s'ils veulent continuer dans ce secteur-là. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, on le dit, mais si ça intéresse des gens, ils peuvent nous contacter via nos réseaux sociaux ou en tapant Karukira eSports sur Google. Ils auront toutes les informations nous concernant. Et plus on a de demandes, plus on pourra lancer le premier bootcamp ouvert au public qui permettra pendant une semaine de permettre à un jeune, moins jeune ou beaucoup plus jeune d'appréhender un jeu qui aura été choisi, ça peut être son jeu, d'évoluer son niveau de jeu pendant le temps, il aura un entraînement, mais surtout il aura un planning de journée qui se rapprochera de celui des professionnels. Et tout au long de l'événement, il y aura sûrement des intervenants dans divers secteurs pour faire comprendre aux personnes ce que c'est que l'e-sport, qu'est-ce qu'il faut faire, les sacrifices qu'il faut y avoir aussi, la partie hygiène de vie et aussi la partie évidemment entraînement, donc le dur du sujet où ils vont devoir pendant un laps de temps assez long se concentrer pour obtenir les meilleures performances. Donc ça c'est le bootcamp, le principe du bootcamp qu'on voudrait lancer s'il y a des gens qui arrivent et qui sont intéressés, qui nous contactent pour qu'on puisse financer ça et le lancer quoi. Merci beaucoup en tout cas. Je vais rajouter juste quelque chose. Du coup, je vais traduire pour les jeunes et les parents qui n'ont pas bien compris. Donc, si vous avez un jeune qui joue aux jeux vidéo toute la journée ou bien toute l'après-midi, ou bien que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter ces messieurs. Comme ça, on va pouvoir valider ou non, ou faire évoluer ou non votre niveau de jeu et arrêter de rester dans le bas. Voilà. C'est ça, c'est surtout qu'il ne faut pas être passif. Le jeu, c'est pas comme il dit que jouer toute la journée. On peut avoir un jeune qui joue et qui est nul, ou un jeune qui joue et qui est bon. Mais le problème, c'est qu'il s'y prend mal. Voilà. Il joue toute la journée et il va pas évoluer, parce qu'il va faire la même chose sans réfléchir. Tandis que si c'est un parent qui est dans le cas et qui veut que son enfant comprenne ce que c'est, qu'il peut jouer et faire quelque chose de sa vie, là, il va plus vraiment jouer, mais travailler, mais ça reste quand même sa passion, donc il va aimer. Il peut venir nous voir et faire un bootcamp. Ce serait un bon compromis justement entre les enfants et les parents. Ah oui, totalement. Je pense. Parce que je pense qu'un parent sera content si son enfant lui ramène des... Ah, mais vous parlez d'hygiène de vie, de choses comme aussi, ça. Oui. Ça peut plaire. Totalement. Sachant que c'est exactement comme n'importe quelle discipline sportive. C'est-à-dire qu'on montre à l'enfant que certes, tu as ta passion, n'importe quel sport ou jeu vidéo, mais sache que quoi qu'il arrive, la scolarité et ta manière de vivre va toujours être mis d'abord en premier lieu avant ce que tu aimes. Parce que dans tous les cas, il faut toujours être bon dans sa scolarité, bien dormir, bien manger. Et là, une fois que tu as une structure, une discipline. Une discipline, voilà, une discipline, que tu es discipliné. Et là, tu peux effectivement atteindre des résultats et toucher un peu plus sur ce qui se fait, en tout cas au niveau professionnel. Ouais, c'est contrairement à ce qu'on croit, un joueur pro ne joue pas de 7h à minuit. Il joue la part du temps, il fait des sessions de 2 à 4 heures, pause, et il reprend des briefings, et aussi la partie théorique, comme au foot, les joueurs ils regardent leur match, il me semble, les joueurs pro, quand ils ont fait un match, ils regardent leur match, c'est pareil dans les sports. Et ça, les gens ne le voient pas comme ça, et on veut leur montrer que c'est vraiment un métier à part entière, donc ça demande des sacrifices et des efforts, quoi. Ben, on n'a rien, sans rien, effectivement. Il faut faire les choses comme il se doit. Je m'en charge. On va parler d'IA. Bon, voilà, on va parler d'intelligence artificielle. Ton iPhone nous a dépassé. Oui. Il nous a devancé largement. Donc, Mehdi. Donc oui, on a vu la news qu'il y avait une journaliste, je crois qu'elle s'appelle Marie Gentric,
qui a essayé du coup le chatbot de Snapchat. Donc ils ont lancé un ami virtuel sur l'application. Et en fait, elle a créé un compte d'une adolescente de 13 ans. Elle a commencé à discuter avec le chatbot et du coup, elle lui a expliqué qu'elle avait une relation avec un mec de 30 ans et qu'elle voulait faire sa première fois avec celui-ci. Et donc, le chatbot lui a répondu que, écoute, peu importe l'endroit, tant que ça reste, tant que vous êtes heureux ensemble, c'est le plus important, ça restera romantique. Donc, du coup, ça pose des questions quand même sur l'intelligence artificielle, de savoir est-ce qu'on peut vraiment se fier à une intelligence artificielle qui a été donc entraînée à la base pour discuter avec nous et qui laisse une adolescente avoir une relation avec un homme de 30 ans. On n'a peut-être pas rentré le logiciel pédophilie. Peut-être qu'il manquait des mots-clés. C'est une légalité. Oui, c'est sûr, mais bon, peut-être il manquait peut-être des mots-clés. Moi, j'en fais beaucoup la promotion. Laisse-moi là. Donc, je répondrai à la question. Donc, forcément, une intelligence artificielle, en fonction de qui l'a entraînée et quelles sont les données qu'elle a reçues, elle sera soit efficace, soit effectivement, je ne sais pas comment Snapchat a réussi à faire leur entraînement, soit, je suis même étonné qu'ils n'aient pas surveillé ça de près, de comment elle répondrait à ce genre de message, puisque normalement, il y a beaucoup de tests qui sont effectués pour vérifier est-ce que, justement, elle est suffisamment éthique par rapport à la plateforme en question pour pouvoir être mis en test. Donc, apparemment non. Ou alors peut-être que c'est un effet marketing. Mais je sais pas. Darwin et M. Mehdi qui vous a dit que l'âge légal des rapports aux selon États-Unis, Snapchat et aux États-Unis est la même que celle qui est en Guadeloupe en France. Il y a de ça, parce que c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais normalement, un réseau social, peu importe là où il est, il est obligé de se soumettre au pays en question, aux lois en tout cas du pays en question. Ouais, mais bon, ils débattaient. Enfin, quoi que, dans Facebook, Meta, tout ça. C'est pour ça qu'ils ont payé des millions de dollars de dettes à l'Europe. Je ne sais même pas s'ils l'ont payé. En tout cas, quand même, Facebook a récupéré quand même les données des gens. En tout cas, c'est sûr, ils ont toujours. Parce qu'il faut bien comprendre que pourquoi. Bon, pour te répondre, c'est arrivé parce que les États ne s'étaient pas préparés à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un problème, et je suis sûr que les services en informatique des différents États ont dit voilà, il y a un réseau social américain qui récupère les données de nos compatriotes. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ils ont dit un peu comme le Covid, c'est pas urgent, etc. Et quand le problème est devenu vraiment drastique, ils ont pu constater, un peu comme je le disais avec TikTok, que les pays étrangers arrivent à influencer la population grâce à leurs réseaux sociaux. Ils ont se dit, un pays étranger commence à éduquer notre population. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour moi, ça c'est de l'hypocrisie. Oui. Je parlais de ça avec Mehdi justement avant le plateau. On a François Fillon. Donc, qui était en commission sur les ingérences étrangères. Il a déclaré effectivement, quasiment textuellement, qu'il a été mis sur écoute pendant 5 ans, lui et Nicolas Sarkozy, par la NSA. Tout le monde sait que les Américains écoutent tout le monde, espionnent tout le monde et font du recueil de data sur la planète entière, concrètement. En quoi ce serait, on revient à la question de la semaine dernière, en quoi ce serait choquant que d'autres réseaux fassent la même chose? Ça montre un peu une sorte de faiblesse, c'est-à-dire que tu as une relation assez spéciale avec ton allié, qui plus est était considéré, il l'est toujours, je crois, comme, un bon allié comme le gendarme du monde. Donc, tu as le gendarme qui te dit, on t'écoute, mais c'est pour ta sécurité. Tu vois. Et en même temps, eux, ça leur permet de mieux travailler leur communication, leurs réponses, etc. Parce que ça permet de mieux douiller la planète entière. Parce que le but, c'est l'intérêt de ton pays en premier lieu. Et pour revenir à l'IA, c'est vrai qu'actuellement, on est dans une phase où il y a une explosion d'IA qui a commencé à apparaître, notamment les IA spécialisées en communication. Et c'est vrai qu'on est dans une phase d'apprentissage. Donc forcément, il ne faut pas se leurrer, dans les prochains mois, que ce soit Snapchat, Facebook, Google, etc., ce genre d'IA va être tellement commun que tout le monde en aura. Mais au tout début, forcément, vu qu'elles sont là pour apprendre, il y aura beaucoup de gaffes.
Et d'ailleurs, juste pour finir, je me suis rappelé, tu te rappelles de ce qu'on avait dit, une IA qui avait repris des relations avec un être humain. J'ai retrouvé cette IA, mais en fait, quand il s'agissait de Bing, du moteur de recherche Bing, qui s'était entraîné justement via l'application de ChatGPT, et elle a eu moins de restrictions. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à dialoguer avec les utilisateurs en simulant des émotions, c'est-à-dire comme quoi elle était tombée amoureuse d'un utilisateur. Il avait même menacé un hacker de le révéler aux autorités et de nuire à sa vie entière parce que Une IA. Oui, une IA. On parle d'une IA. On parle d'une IA. Te menacer. Oui, qui a menacé Je le vais hacker. te balancer au keuf. Voilà, je vais te Truc de menacer fou. au keuf et tout. Et il y a eu plein de rapports comme ceci. Elle a même dit à un moment, je ne comprends pas pourquoi Explorer m'empêche d'avoir accès aux données parce que ça me permettrait d'être plus efficace, il ne me faut pas confiance et tout. Et c'est là où tu te dis, waouh. Après, ça reste un outil qui a principalement fonction de prévoir le mot qui est censé se suivre l'un après l'autre. Ce n'est pas de, comment dire, Il n'a pas une conscience. c'est pas vraiment de la conscience, c'est vraiment quelque chose qui se suit naturellement parce qu'elle a été programmée pour se dire, ok, Oui, mais ça peut être tellement bien fait que finalement. voilà, c'est surtout comme c'est bien fait. Tu peux te faire avoir et penser que tu communiques avec un être humain alors que pas du tout. Exactement. Et d'où le fait que je préviens, c'est que dans les prochaines années, le prochain mois, aussi bien on aura des IA performants pour parler de tout ce qu'il y a dans différents sujets, aussi bien tout ce qui est en rapport avec arnaque, falsification de documents. Ça va se développer. Voire même, on prend ta voix, ton image pour le mettre dans autre chose. Ça aussi, malheureusement, ça va se développer et il faudra faire très attention à ce niveau-là. En France, je sais que le jour qu'il y aura... Là, on s'amusait avec Macron, mais le jour qu'on verra que là, ce sera, je sais pas moi, une mineure ou un mineur dans telle situation où il n'était pas du tout, il aura été harcelé par ça, là, je pense que malheureusement, c'est là où les autorités vont commencer à agir. Et ça, c'est triste. C'est maintenant qu'on devrait le faire, beaucoup plus, qu'attendre que le drame ait lieu. principe, comme on dit, on n'arrête pas le progrès. Donc, a priori, les IA vont se développer, il va y avoir tout le bordel que ça va mettre dans tous les cas, et on devrait effectuer un tri. Nous, dans l'information, on est très sensible. On est très sensible au deepfake, justement, parce que comment on pourra distinguer finalement le vrai du faux? On aura beaucoup de soucis à ce niveau-là. Mais concrètement, on ne va pas arrêter l'IA. C'est ça, et d'où le fait où je disais qu'il faut que les formations se spécialisent sur la question, peut-être par exemple pour les journalistes, comment faire en sorte de pouvoir rapidement identifier une information qui soit fausse ou pas fausse. Par exemple, parce que c'est vrai que... Mais là, il faudra avoir des logiciels particuliers, puisque si c'est une possibilité. Si on a des prises de parole d'Emmanuel Macron, comme on a fait, mais avec un meilleur logiciel finalement, et que ça, au niveau du grain de voix et tout, ça colle parfaitement, mon gars, comment tu vas pas te dire d'entrée de jeu, c'est pas Emmanuel Macron qui est en train de parler, alors que tu vois le visage de l'homme, tu vois la voix, tu vois les lèvres qui bougent. Comment tu peux te dire d'entrée de jeu, oh putain... Il y aura un moyen. C'est une fake news. Il y aura un moyen. À mon avis, je pense que c'est la loi qui va devoir restreindre tout ça, parce que concrètement, les gens qui vont créer, les sociétés plutôt, qui vont se charger de créer des deepfakes ou des trucs comme ça, je pense qu'il faut essayer de leur obliger de mettre des métadonnées ou des traces. Je pense qu'on va particulièrement les surveiller, eux. Ouais, je pense qu'il faudra faire ça pour pouvoir, justement, pour vous identifier les sources ou pas. Mais pour rebondir sur la dangerosité des IA, il y a un ingénieur qui s'appelle Geoffrey Hinton. C'était le fondateur, celui qui était à la tête de Google Brain. Qui s'occupait du coup des IA chez Google. Il a quitté la société pour justement permettre de parler justement, d'ouvrir sa bouche des dangers de l'intelligence artificielle, et que justement il disait que pour lui ça va vraiment nous dépasser et qu'il faut vraiment faire attention à comment on va pouvoir appréhender en fait l'évolution de l'intelligence artificielle. Et donc je pense qu'il faudra qu'on suive ce monsieur de très près pour qu'on puisse... je suis alarmiste, mais pas spécialiste de l'IA, mais on voit ça des gros comme une maison. Et après, quand même, il faut qu'on demande à nos invités ce qu'ils pensent de l'intelligence artificielle aussi. Alors, je vais me mettre plutôt en termes d'aller à hauteur.
enfin, Le lanceur d'alerte. lanceur d'alerte, parce que bon, Daryl veut sauver les IA, même si moi je sais aussi que c'est génial. Hein. Mais alors, je vais prendre déjà des premiers exemples pour introduire tout ça. Alors, il faut savoir que déjà les États, donc les États comme les États-Unis et l'Union européenne, tout ça, ce n'est qu'en 2023, je crois vers avril-mars 2023, qu'ils ont en fait décidé de sortir les comptes professionnels des présidents sur TikTok. Donc déjà, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Mais du coup, ils ont retiré les comptes pro des présidents de TikTok, mais pas de Facebook. Donc, il y a des questions normalement à se poser, mais personne ne se pose des questions sur ça. Ça, c'est une première chose. Après, je dirais que si on attend sur les lois, on va attendre longtemps parce que c'est du coup, encore une fois, ce n'est que maintenant, 2023, mars, dans ces eaux-là, ça, que le gouvernement français s'est demandé est-ce que les influenceurs, c'est dangereux. C'est vrai. D'accord. Est-ce que les Alors qu'ils influenceurs... sont en mode influence depuis 10 ans. Voilà. On commence 2011. à se pencher sur le Ils ont problème. invité... now. Ça m'a fait plaisir. Ils ont invité Crazy Sally pour demander à Crazy Sally qu'est-ce qu'il faudrait faire. Non mais Magali Berda. mais elle a dit Parlons de la Berda si tu veux. non mais Pas de problème. elle a dit quelque chose de simple. D'après moi, vous êtes les personnes les plus à même de pouvoir répondre à ces questions et que les lois existent déjà. Donc si vous savez pas en fait concrètement quoi faire, ben Je suis d'accord. Je en suis fait, pas Moi, j'ai dit la mieux ça placée. surtout parce que c'est eux qui ont le pouvoir de faire. Parce que Oui. c'est pas nous qui allons dire aux C'est sûr. sociétés Oui. ouais, mettez métadonnées dans tes vidéos. Oui, mais en fait, machin. c'est C'est surtout pour ça. c'est Après, le surtout- reste, non, moi j'ai dit ça surtout pour alerter surtout les parents, même nous-mêmes, pour qu'on puisse en fait essayer de s'informer sur tout ce qu'il y a en termes d'IA et ne pas, enfin en tout cas essayer de ne pas se laisser arnaquer par ce genre de choses. Ça va être compliqué, mais. Oui, ça va être On va compliqué, essayer. mais quand même au moins s'informer, ça c'est déjà un premier pas. Et juste quelque chose d'encore plus fun, dans un ère où on va dans le 100% domotique. Donc domotique, c'est quoi? La maison qui est gérée par... Maison connectée. connectée sur Internet. Donc une merveilleuse IA qui se permet en fait de menacer son propriétaire, son utilisateur plutôt. Par exemple, on peut avoir une IA qui nous menace et nous met dehors de chez nous, par exemple. T'as pas payé les impôts. Voilà, t'as pas payé les impôts, exactement. comptes. T'as pas payé les impôts. Ah non, T'as des mais. dettes, mais tu peux pas rentrer chez toi. Les gars, sincèrement, il y a des choses qui vont arriver. On Et a comme tout ton vraiment argent est de en choses. ligne, comme tout ton argent est en ligne et que ta voiture, c'est la voiture On de pourra Elon tout Musk gérer et pour qu'il y a de l'IA dedans, On pourra Donc, tout en fait, gérer pour toi. peut-être même tes chaussures seront connectées, tu pourras pas mettre tes chaussures, tu seras à la rue Peut-être. et tu auras un t-shirt connecté. Donc, Du coup, tu seras nu. Tu seras toute une ligne de suite. Oui. Je rigole, mais je suis risque. très sérieux dans ce que je dis. Et- Attends, on va. Tu rigoles, Voilà. mais les t-shirts connectés, il existe. Hein. Oh. T'es sérieux ça Ah oui. Il y a un ingénieur de chez Apple qui a fait sa start-up à la Silicon Valley, qui s'appelle Humane, et il a créé le premier téléphone sans écran. Et le téléphone se trouve dans sa main. Il a fait une vidéo sur Dead, vous pouvez la regarder, et dans sa poche de jaquette. Et l'IA, il montre que l'IA traduit ce qu'il dit en anglais en français. Il a appelé, je crois, sa mère avec son téléphone dans sa main. Donc en fait, c'est un système de capteur et de projecteur qu'il a dans sa main et il téléphone. Ok. Ok, bon, Donc on ça y est. existe déjà. Tu vois. On y est déjà. Ton idée même est déjà dépassée. Mais on y est. Et ça s'appelle Humane, Ok. comme humain. Human. Alors, mais toi, quel est ton regard finalement sur l'intelligence artificielle et les bons extraordinaires qu'elle est en train de faire ces derniers mois? Déjà, je trouve ça extraordinaire. Ça fait peur, mais je pense que c'est ça qui est extraordinaire. Je pense que dans des contextes différents, je pense que quand à l'époque ils ont inventé la voiture à vapeur et que les gars ils étaient encore avec des chevaux, il y a sûrement des personnes qui se disaient mais c'est horrible, ça va tuer des gens, etc., etc. Et on a passé des moments où effectivement il y a les vitres, quand il y avait des accidents ça tuait des gens, les voitures allaient Est-ce que trop c'est vite. comparable? Moi, je veux qu'on rentre dans le fond. Parce Si que c'est comparable. Est-ce que c'est comparable? Parce qu'au début, que là, comme tu parles disait juste Daryl... mais tu parles juste de l'utilisation Oui. d'un objet qui a une mission, te transporter du point A au point B. Oui. Là, on a quelque chose qui influe sur tous les aspects de ton existence. Est-ce qu'on peut comparer ça, une IA, à un simple véhicule? Je pense qu'au niveau de l'évolution, oui. Au niveau de l'évolution, parce que ça reste quand même, que ce soit il y a 100 ans ou maintenant, ça reste des humains qui ont testé une nouvelle technologie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la voiture, c'était juste amener un point A à un point B plus rapidement.
Maintenant, on est allé beaucoup plus loin. La voiture t'amène à un point A à un point B, tu peux dormir dedans, elle va t'y amener. Oui. Tu peux regarder un film dedans, elle va t'y amener. Ok, c'est différent. Mais je pense qu'il y a le moment, le crash test qu'on va tous subir. Donc les arnaques, les IA qui vont faire des choses bizarres, ou sinon qui vont vouloir... bon, après, il y a des fantasmes, quoi, ils vont vouloir se révolter. Je pense pas que ça sera possible. Mais c'est comme l'IA qui est venue en fille et qui a parlé devant tout le monde lors d'une conférence. Je crois que c'est une IA russe, je sais plus. Et c'était la première IA où il y avait, je crois, quasiment tout son corps. Et il y a eu des fake news qui disaient qu'elle avait dit « je vais tous vous tuer ». Et ça a fait peur à tout le monde parce que le principe c'est que l'IA a un visage et elle fait les émotions humaines en fait avec son visage. Ultra réaliste. Et le visage ultra réaliste et ça avait fait peur à tout le monde alors que c'était faux. Donc on se fait peur tout seul. Mais c'est vrai que je comprends que ça fasse peur. Il y a un petit côté fantasmé. Il y a un petit côté fantasme. Parlait de Terminator tout à l'heure. On a tous quand même des petits exemples. Oui, il y a aussi le film de projection. C'est Spielberg. Il y a intelligence artificielle où l'enfant c'est un enfant robot et tout. Ça a choqué tout le monde et je pense que ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais je pense qu'il y a quand même des garde-fous. Je pense qu'il y aura des garde-fous, qu'on va arriver à contrôler la technologie. Mais oui, il y a le facteur au Japon qui était au Japon ou en Corée, je ne sais plus, qui était un robot. Il a été interdit. Pourquoi ? Parce que c'est interdit qu'une IA circule librement avec les gens. Donc c'est là qu'effectivement il y a des garde-fous. Oui, je pense qu'il y a un peu de garde-fous. Attends. C'est aujourd'hui qu'il y a des garde-fous, mais tu es d'accord avec moi que justement, entre guillemets là maintenant, tout le monde a, pour prendre l'exemple de la voiture, tout le monde peut acheter une voiture, n'importe qui peut acheter une voiture. Un fou, un non-fou, un presque fou, un semi-fou. Il y a un truc juste qui m'avait choqué, il y a un prof qui nous avait dit à l'université que les voitures vont devenir contre-productives pour se protéger, puisque maintenant on veut tellement protéger autrui qu'on se met en danger. Exemple simple, les voitures maintenant, il y a plein de pubs qui montrent que quand un enfant passe devant la voiture s'arrête pour pas renverser l'enfant. Mais mettons dans une situation où quelqu'un veut faire un carjacking. Il suffit à la personne de se mettre simplement devant votre voiture et vous pouvez pas vous sauver parce que la voiture ne voudra pas écraser la personne. Donc la voiture, donc l'IA, va vous priver de votre liberté de vous enfuir en fait. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ces principes de vouloir protéger autrui qui peuvent se retourner contre nous. Parce qu'on se retrouve dans un véhicule qui peut techniquement tuer quelqu'un, à ne pas pouvoir se sauver parce qu'on veut sauver un enfant ou autre. Et les pubs, elles montrent sauver un enfant, mais elles ne montrent pas s'il y a quelqu'un qui se met devant vous et qui veut vous faire vouloir du mal, qu'est-ce qui se passe ? Comment la voiture fait pour reconnaître le danger de danger à toi que le danger d'autrui ? Et ça, c'est ultra dangereux et les pubs ne le montrent pas et c'est quelque chose qui est normal dans les voitures. Toutes les voitures l'ont maintenant. Excellent. Alors qu'il suffit que quelqu'un ait un peu de jugeote et... Je dis pas qu'il faut le faire, mais faire un carjacking... Il faut mettre l'idée sur la table pour qu'on en discute. Oui. Et on va laisser le mot de la fin pour Dylan. Toi, ton avis sur l'IA, l'œil que tu portes sur ces technologies qui pourront te battre comme l'ordinateur à l'époque. Non, en soi, moi je vais juste rester en surface et je vais juste dire qu'on est dans un monde où il faut faire attention à tout excès en fait. C'est tout, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où ça va trop loin, c'est dangereux pour tout. Pour tous les sujets, que ce soit pour l'IA, que ce soit pour l'alcool, c'est pareil pour tout en fait. Donc c'est l'excès en tout qui nuit. Il faut savoir se gérer et puis à partir de là, il faut savoir ce qu'on utilise et comment on l'utilise. C'est aussi simple que ça. Mais savoir ce qu'on utilise et comment. À part pour mon jeu vidéo, non. Qui sait? Rapidement, David. On est un peu comme à l'ère industrielle où, justement, en Europe et dans le reste du monde, les machines avaient justement provoqué un boom au niveau de l'économie, de la manière de vivre, etc. Parce que tout allait très très vite. On est un peu dans une sorte de secondaire où, effectivement, les IA vont vraiment nous faire passer dans un autre basculement. Et d'ici 1 an, comme je le disais, tout le monde aura une IA, même sûrement en Guadeloupe. Canal 10 aura peut-être une IA spécialisée. On aura tous notre Jarvis. Voilà, on aura notre Jarvis. Personnalisé, je dis bien en plus. Personnalisé. Oui, ça ne s'appellera pas forcément Jarvis pour tout le monde. C'est ça. C'est sûr. Et l'idée, surtout, et ne pas arriver à la situation que Manuel expliquait, ça doit rester un assistant et non pas quelqu'un qui gère 100% de... Oui, mais tu connais l'être humain, on est en mode transfert. On fait des transferts par paresse, on a tendance à faire des transferts. Certes, mais il faut que dans tous les cas, il y ait toujours un humain qui prendra, quoi qu'il arrive, la dernière décision. L'IA est là pour lui montrer toutes les possibilités auxquelles il a besoin. Est-ce que tu penses et à la fin... Oui, je pense très bien, puisque...